bonjour à tous. Donc malgré la pluie, les trains, les avions, l'autoroute A10 inondée, on est tous là. Donc pour évoquer un sujet qui est notre quotidien et qui en fait prête sujet à beaucoup de discussions. C'est... Ouais. Ok. Alors, les recommandations que l'on aimerait avoir, c'est un vaste sujet. Et on va d'abord partir des recommandations qu'on a pour essayer d'envisager ce qui pourrait être amélioré. Actuellement, les recos, elles ont un faible niveau de connaissance. On connaît encore très mal le cœur du sportif. Les deux premiers topos vous l'ont déjà montré. On a un faible niveau de preuve sur les conduites à tenir et les décisions à prendre. On a une classification des sports qui est discutable et qui pourtant pèse quand même médico-légalement de façon assez significative sur nos décisions. On a une démarcation compétition-loisir qui est délicate à déterminer. Et puis, surtout, nos recos, ces recos, même si ce n'est pas les nôtres, elles sont foulées aux pieds quotidiennement par nos patients et aussi par la communauté médicale. Alors on va reprendre ça. Le niveau de connaissance, on va envisager 4 cas ultra courants dans notre pratique. Donc déjà l'électro, tout simplement. Eh bien ça fait pas très longtemps, les critères de Seattle qui ont été encore affinés par la suite, ça fait quelques semestres seulement. On arrive maintenant à y voir plus clair sur ce que doit être un électrocardiogramme de sportif normal en fonction de l'ethnie. Mais c'est vraiment tout frais, tout frais. À l'écho du sportif, on est encore très loin de bien connaître les choses. Les épaisseurs pariétales, finalement, il y a quantité de sports pour lesquels on n'a aucune norme, aucune. Et dans certains sports, en fonction de l'intensité du poste que vous pouvez occuper, vous avez des différences qui peuvent être significatives aussi. Donc tout ça, c'est très mal connu, encore aujourd'hui. Le ventricule droit, même si ça a fait l'objet de quelques papiers ces derniers temps, on commence à y voir un petit peu plus clair sur le comportement du ventricule droit, au repos mais aussi à l'effort, mais enfin ça reste encore une grande inconnue. La contractilité du ventricule gauche et droit, à l'effort, on est encore avec beaucoup de points d'interrogation, notamment les strains. À l'épreuve d'effort, les VO2, eh bien si vous savez actuellement ce que c'est que la VO2 normale d'un Français de 40 ans qui fait 5 heures de sport par semaine, je suis preneur. Je ne vous parle pas des VO2 de sujets afro-caribéens, asiatiques. Voilà, si vous avez des normes, on serait assez intéressé. On raisonne avec des choses qui sont très anciennes, sur des toutes petites séries, et des gens qui étaient jeunes. Mais bon, l'athlète vétéran, en fonction de sa charge d'entraînement, tout ça, on ne le sait pas. Et puis pour finir, la tarte à la crème, l'IRM, avec des machines qui progressent, qui nous offrent de plus en plus d'images, et avec pour nous l'incapacité à savoir quoi conclure face à ces images, puisqu'on n'a pas le temps de prendre du recul, de voir ce que donnent ces images avec une pratique sportive soutenue pendant plusieurs années, que déjà on a de nouvelles images et de nouvelles questions. Les faibles niveaux de preuve, là encore, on prend des sujets vraiment bateaux, l'électrocardiogramme de dépistage et la mort subite avant 35 ans. D'un côté de l'Atlantique, on nous dit qu'il faut le faire, et de l'autre, on nous dit qu'il ne faut pas le faire. La myocardiopathie hypertrophique et la mort subite à l'effort, là aussi, on a quantité de sujets dans nos patients qui sont porteurs d'une cardiopathie hypertrophique et qui font du sport, soit parce qu'ils ne le savent pas, soit parce qu'ils ne nous écoutent pas, et pour autant, on sait bien qu'il y en a quand même finalement un petit nombre qui font des accidents, et pour autant, dans les recours actuels, on leur interdit d'en faire. L'aorte dilatée, retentissement du sport, là aussi, pas beaucoup de papiers. 2 papiers italiens ces dernières années qui sont sortis sur bicuspidie, aorte dilatée et sport, qui concluent finalement que l'activité sportive n'est pas très délétère, mais néanmoins, les recos américaines sont sortis en novembre, disent qu'on a droit qu'à des sports de 1A en compétition avec une bicus et une aorte supérieure à 40 mm.
Voilà, donc même quand parfois on a des papiers, les recos parfois ne suivent pas les conclusions de ces papiers. Et puis, on le disait tout à l'heure, la place des résultats génétiques dans la décision d'aptitude, eh bien pour l'instant c'est nul, tout simplement, puisque vous savez tous que nous pouvons avoir des mutations génétiques et pour autant pas avoir de phénotype et pas déclencher d'anomalies cliniques avec une pénétrance extrêmement variable. Donc, quid de ces résultats génétiques que l'on commence à multiplier? En fait, voilà, on n'est pas très, là aussi, pas très fixé sur les décisions à prendre. La classification des sports, donc, sur laquelle s'appuient aussi les recos, là aussi, on pourrait passer tout ça en revue et les discuter tous. Il est sûr que cette classification, elle est difficile à faire. Si on voulait en refaire une, on s'embêterait bien aussi. Mais néanmoins, prenons celle-là quelques exemples. La voile. La voile, c'est classé 3A. 3 en statique. Si vous n'êtes pas au winch, je pense que si vous êtes à la barre, vous n'êtes pas toujours en 3A pendant que vous faites de la voile, même en compétition. Le rugby et le basket. Le rugby, c'est en 2B, alors que le basket est en 2C. Franchement. Vous le pensez vraiment? Surtout quand on est devant, à pousser comme un fou. Et je ne vous parle pas du rugby à 7, où là, on est à plus de 95% de sa FMT en permanence, quoi. Et le ski. 3B. Alors moi, qui suis nul en ski, c'est sûr que je suis en 3B. Je suis même peut-être en 3C quand je descends. Mais quelqu'un qui sait bien skier, qui descend facile, il ne va pas forcément être sollicité à ce point-là sur le plan cardiovasculaire. Bon, et on pourrait multiplier les exemples. Ensuite, la démarcation compétition-loisir. Ça, c'est un vrai problème. Parce que la définition de la compétition, elle est mal comprise. François Carré nous répète depuis des années que faire de la compétition, c'est s'entraîner pour progresser, pour optimiser sa performance, avec un esprit de compétition, de gagner. Mais ça n'est pas participer à une compétition. Donc on peut envisager de laisser courir des gens un semi-marathon à la condition qu'ils le courent tranquille. Ils participent à une compétition, mais ils ne sont pas dans une démarche de compétition. Et ça, c'est très mal compris par la communauté médicale dans son ensemble. Et du coup, on va interdire à quantité de patients qui, en fait, pour les recos, pourraient faire, et puis ils ne font pas parce qu'on ne veut pas leur signer la licence. Bon, ils le font quand même, je vous le rassure. Ils vont voir ailleurs et ils obtiennent ce qu'ils veulent la plupart du temps. Après, la compétition, là, c'est limite. Faire une compétition de tir à l'arc, c'est moins sollicitant sur le plan cardiovasculaire que monter le Mont Ventoux, tranquillou. En tous les cas, à loisir, quoi. Voilà. Donc là aussi, compétition et compétition. Et puis, on met l'accent sur cette notion de compétition pour le risque. Sur le plan médico-légal, c'est absolument déterminant dans les recommandations. Mais dans les recos, on ne vous parle pas d'autres facteurs qui sont déterminants aussi pour faire un accident cardiovasculaire et vous engagez, vous, sur le plan médico-légal, et engagez votre patient sportif sur le plan santé, quoi. La déshydratation, le tabac, avant, après, pendant, éventuellement, le mauvais cholestérol, la fièvre, on l'a vu, les myocardites sont une cause importante de décès, les conditions météo, très chaud, très froid, ça aussi, on sait que ça joue un rôle quand même important, c'est les fusées fragiles, coronariens qui s'ignorent, par exemple, la pollution, on va en parler de plus en plus. L'entourage, évidemment. Soit vous faites du sport avec des gens raisonnables, éventuellement moins bons que vous, et ça peut passer. Soit vous le faites avec des idiots ou des gars beaucoup plus forts que vous qui vont vous entraîner dans la zone rouge et qui vont vous mettre en danger. Ça aussi. Et puis le stress, on le sait tous. Le stress quotidien et aussi le stress pendant l'épreuve avec la notion effectivement de réaliser quelque chose un temps, une performance. Ensuite, ces recos, ne vous faites pas d'illusions, de toute façon, elles ne sont pas respectées par nos patients. Les MCH, 0,2 à 0,4% de la population, donc ça veut dire que tous les jours, tous les week-ends, il y a des dizaines de milliers de gens qui sont porteurs d'une MCH, qui l'ignorent d'ailleurs, ou pas, mais enfin en tout cas qui font du sport à intensité, et en compétition d'ailleurs, et on n'en voit quand même pas tomber comme les mouches, quoi. Donc il y a quand même là un petit problème. Les coronariens, qui par milliers montent d'école, voilà, ils font des marathons, ils mentent à leur médecin pour obtenir des certificats,
Ils vont en voir un qui les connaît pas, et comme ils ont eu un stent, eh ben, personne ne peut le savoir. Et puis et voilà, ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Et ça se passe non plus pas forcément si mal que ça. Il n'y a pas, hein, sur une épreuve comme le marathon de Paris, 50 000 coureurs, allez, il y en a bien 500 qui ont eu un pépin et qui ne devraient pas être là, d'après les recos, et qui y sont. Et il n'y a pas quand même 50 morts à chaque marathon de Paris, quoi. Juste une petite aparté par rapport au papier de Benoît Gérardin. Le tout petit nombre d'accidents, c'est quand même un peu gênant. Il ne faudrait pas qu'on en tire la conclusion que faire de la course à pied longue distance, c'est pas dangereux. Il faut quand même se souvenir que ce n'est que le jour de la course. Donc il y a tous les gens qui sont morts à l'entraînement du marathon dans les semaines qui précèdent, sur leur séance. Voilà. Donc on devrait en rajouter quand même un certain nombre. Et puis après, ben, de toute façon, même si les patients font ce qu'ils veulent, les médecins aussi font ce qu'ils veulent. Voilà. Et vous avez, vous le savez, hein, des milliers de nos confrères qui signent des licences comme ça, par téléphone, sur le coin de la table, sans faire d'électro, contrairement au ROCO, chez des coronariens avérés, sur des MCH identifiés, etc. Donc au total, qu'est-ce qu'on aimerait devant ce constat de recommandations qui sont quand même très largement améliorables, et surtout qui le sont parce que la cardiologie du sport est une discipline extrêmement jeune et pour lesquelles on a en fait très très peu de recul, quoi. Donc finalement, on aimerait des recos qui pourraient être soutenus fermement par la communauté médicale et promus par les pouvoirs publics. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et quand on voit des domaines où on a un background bien plus important, que ce soit la sécurité alimentaire, l'obésité, la pollution atmosphérique, les vaccinations, les médicaments, où là on a des niveaux de preuves qui sont nettement supérieurs à ce qu'on sait, ben on voit que la communauté médicale adhère pas toujours non plus beaucoup et que les pouvoirs publics font souvent marche arrière aussi. Ensuite, on aimerait évidemment que ces recos soient étayés par autre chose que des avis d'experts, parce que la plupart du temps, c'est ça, hein, c'est un niveau de preuve quand même relativement faible, mais ça demandera beaucoup, beaucoup de temps. Peut-être que les cardiologues qui naissent aujourd'hui, les futurs cardiologues qui naissent aujourd'hui auront un exercice beaucoup plus facile, hein, que dans 30 ans, 35 ans, ils auront à disposition beaucoup plus d'éléments pour prendre leurs décisions. Donc finalement, le début de la sagesse, c'est peut-être ce que les Américains nous proposent depuis novembre vis-à-vis des syndromes coronariens, où ils ont complètement renversé la table par rapport aux précédentes recos. Les précédentes recos, c'était personne fait de sport de compétition si on a un syndrome coronarien aigu. Et les nouvelles, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas d'ischémie, pas d'arythmie, et ben à ce moment-là, on peut envisager, au cas par cas, de laisser faire tous les sports en compétition à nos coronariens. Donc c'est peut-être, dans l'état actuel des connaissances, l'approche qui paraît la plus raisonnable. Mais en tous les cas, au recours ou pas, quand on voit la conjonction de mauvais éléments qui amènent à un accident, la difficulté à prédire ça, hein, c'est vraiment un accident avec un A majuscule, on peut se dire qu'actuellement, en 2016, le meilleur moyen de ne pas avoir de soucis sur le plan médico-légal et de protéger son patient, ben c'est d'avoir une conjonction compétence du médecin, adhésion du patient à votre discours et à vos recommandations, et puis aussi absence de malchance. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que tu sais si on va avoir des recos bientôt, ou est-ce que c'est François qui va nous répondre à ça? Je crois que c'est François. Je posais la question, tout était connaissance de cause. Septembre 2016. On n'a pas envie d'aller en prison, c'est sûr.
D'autres questions sur la pertinence de nos évaluations, notamment? Je voudrais avoir votre avis sur qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui se présente en nous disant qu'il va courir un marathon, enfin courir c'est un grand mot, qu'il va faire un marathon en 6 heures. Allez-y. Il y en a. Ben, Qu'est-ce pourquoi qu'on peut leur dire sans les vexer ou sans les décourager? Ben, ça dépend quel âge il a, et puis le cas de figure. Mais si c'est quelqu'un pour lequel vous jugez qu'il n'y a pas de contre-indication à le faire, pourquoi pas? Pourquoi le décourager? Il fait 6 heures. Alors il y a des organisateurs maintenant qui commencent à en avoir assez de ces gens-là, parce que ça leur coûte de l'argent, ça fait durer trop l'épreuve, il faut remballer plus vite. Donc ils mettent des barrières horaires, mais sinon, pourquoi pas? Et alors, en sortant de la cardio, sur le plan ostéo-articulaire? Moi, je ne suis pas médecin du sport, hein, donc je ne sais pas. Mais enfin, si on fait en 6 heures, a priori, on ne court pas très très vite, donc on a des impacts quand même très très limités. Je pense qu'on se fait moins mal au plateau tibio en faisant le marathon en 6 heures qu'en le faisant en 2h30. Hein. Parce que grosso modo, c'est de la marche rapide, quoi, 6 heures. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc on ne doit pas trop se déglinguer les cartilages. Merci. Juste un petit complément sur cette histoire de durée de marathon. Au marathon du Médoc, on a quand même pas mal de gens à plus de 6 heures. On s'est rendu compte que les problèmes, notamment cardiovasculaires, les quelques rares qu'on a eus, survenaient sur ceux qui étaient en plus de 5 heures. Voilà, ça c'est un point. Deuxièmement, tout dépend, cette personne, ça fait 7 km/h, tout dépend du pourcentage relatif par rapport à sa capacité maximale. Si c'est quelqu'un de peu entraîné, pour qui 7 km/h, ça représente 90% de sa VMA, ben, ça va être un effort important. Pour quelqu'un qui a une VMA ou une VO2, enfin pour qui c'est 50%, ça va être de la promenade. Et par ailleurs, en nombre de foulées, il va faire beaucoup plus de foulées parce que la longueur du pas, enfin de la foulée va être courte, donc il va faire 10 ou 15 000 foulées de plus que quelqu'un qui le fait en 2h30, 3h. Donc c'est pas sûr du tout qu'au point de vue musculaire et ostéo-articulaire, ce soit pour cette personne-là plus facile. En tout cas, c'est sûr, dans les 15 ans qui viennent de passer, les problèmes qu'il y a eu sur le marathon du Médoc, c'était que sur des gens qui étaient en plus de 5 heures. Oui, mais qui avait aussi des stints qui avaient oublié de le dire. Oui, mais il n'y a pas eu que ça. Oui, mais c'était sûr de la durée. Voilà. C'est plus la durée que, surtout en plus dans les conditions climatiques, c'est en septembre où il fait déshydratation, coup de chaleur, enfin, il y a plein d'éléments. Donc c'est pas évidemment moins dangereux de le faire en 6 heures qu'en 3 heures. Alors, d'abord, je veux te féliciter. Je trouve que très calmement, très sereinement, tu as posé beaucoup de challenges et tu as mis un panorama qui doit nous interroger très fortement. Donc, merci. Alors, je voudrais te pousser dans tes retranchements. Tu as dit dans ton discours général 2 choses un peu contradictoires. C'est pour ça que je voudrais que tu précises. On a des recommandations pas très bonnes, foulées du pied par tout le monde, aux 2 extrémités, et puis finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et à la fin, tu dis il nous faudrait des meilleures recommandations, mieux suivies. Mais s'il nous faut des meilleurs, mieux suivis, alors qu'il se passe peanuts, alors voilà, c'est pour aller. Tu as mis 2 messages en même temps qui existent, ouais. Et c'est le curseur entre ces 2 messages que je voudrais que tu essayes de préciser, un délit d'initié. Il se passe pas peanuts quand même, puisque grosso modo, on estime qu'il y a à peu près 1500, 1200, 1300 décès tous les ans et 1500 infarctus non mortels. Donc ça commence quand même à faire du monde, ça fait presque 3000, c'est la moitié des accidents de la route. C'est quand même donc maintenant un petit problème de santé publique. Il y en a des plus importants, mais c'est néanmoins pas négligeable. Après, effectivement, je trouve que les recos, dans certains cas de figure, sont abusives. Voilà, elles sont excessives.
Et elles interdisent beaucoup trop de choses. Quand on voit le volume de gens qu'on arrête, parce qu'il faut voir ce que ça induit. Les empêcher, les arrêter, ça veut dire à la clé des comportements déviants. On peut en prendre un coup au niveau égo, narcissique, on peut se mettre à boire, à fumer, à refumer. Voilà, ça, c'est ça qui est embêtant. Et puis au-delà de ça, on casse les gens, quoi. On les sort de leur schéma, de leur projet de vie parfois. Ils se réalisent dans ça et on les empêche de participer avec les copains, de remettre des shorts, des baskets et d'aller courir. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment excessif. Parce qu'encore une fois, si on est raisonnable, mais voilà, le risque de redevenir sédentaire finalement induira probablement un taux d'accident à terme bien plus important que de continuer le sport raisonnablement. Et actuellement, comme le dit François, on le sait, c'est le contexte médico-légal qui est en grande partie responsable de ces décisions. S'il n'y avait pas cette signature et ce contexte médico-légal, ça serait plus simple. C'est pas pour rien que les Américains sont plus laxistes que les Européens. Mais c'est gênant. C'est gênant qu'on ait toujours cette signature. Voilà, parce qu'il y a des moments où... Alors sans verser dans l'excès inverse et les laisser faire n'importe quoi, mais indéniablement ce contexte médico-légal qui commence à peser, qui pèse de plus en plus, influence la décision du praticien. C'est certain. C'est certain. Et il s'appuie sur des recommandations qui elles-mêmes sont rédigées dans cet esprit-là. C'est embêtant. Ce qui fait qu'on est souvent amené à ne pas respecter les recos. Et c'est ce qu'on faisait jusqu'à novembre, où on avait et les recos américaines et les recos européennes contre nous, et on laissait quand même certains coronariens faire de la compétition. Parce que, on estimait que. Maintenant, au moins, on a les recos américaines avec nous, donc ça nous met plus à l'aise. Effectivement, comme tu le dis, il faudrait un partage des responsabilités au moins, mais qu'il y ait une responsabilité à l'acteur lui-même, c'est-à-dire aux sportifs, à ceux qui mentent, etc. Donc, si on engageait sa responsabilité par la signature d'un questionnaire auquel il pourrait répondre déjà, qui existe, voilà, qui n'est pas toujours, utilisé. Mais je pense qu'il y a effectivement cette barre-là. Quid du sport sur ordonnance qui va arriver, où il y a énormément de non-médecins qui essayent de s'emparer de la structure, des choses, parce qu'on voit de plus en plus de systèmes, d'applications, de sites internet. Où va être la place du médecin dans tout ça ? J'ai l'impression qu'elle ne va pas être très importante, pour tout te dire. Vu le tournure que ça prend, à partir du moment où on part sur de la grande distribution, l'industrie et autres, on sait bien que le corps médical est shunté, ignoré, évité. Voilà. On le sait, on le voit, on le vit, nous, cardiologues du sport, avec les cardiofréquencemètres. Ça fait 30 ans qu'on en fait la promotion, qu'on essaie de développer les choses avec eux. Ça fait 30 ans qu'ils ne s'intéressent pas à nous. L'industrie des chaussures de course à pied. Vous avez vu Nike ici comme sponsor ou Adidas ? Donc je pense que pour le reste, pour ce qui est effectivement de la prescription, entre guillemets, sur ordonnance, entre guillemets, on ne va pas avoir beaucoup de place non plus. À côté de ça, on n'a pas beaucoup le temps non plus. Il y a tellement de gens malades dont il faut qu'on s'occupe en prévention secondaire que le gros volume de prévention primaire, ça va être quand même, il faut le reconnaître, difficile à absorber en termes d'activité quotidienne par la communauté médicale. Mais du coup, il y a beaucoup de n'importe quoi qui va se faire, probablement. Mais aussi sûrement beaucoup de choses bien. Parce qu'après tout, faire marcher les gens, c'est ce qu'on demande. Est-ce qu'il y a une étude, est-ce que tu as un recul sur, puisque ici je veux dire on est à quoi ? On est à 3 km de la Belgique. En Belgique, il n'y a aucun certificat sur les épreuves sportives. Ouais, en Espagne non plus. Quels sont les résultats dans ces pays par rapport notamment aux morts subites ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils font mieux que nous ? Il y a une étude espagnole qui est sortie en 2013, là, pareil, une enquête de population comme celle qu'on avait menée en France, et qui retrouve les mêmes résultats. La même chose, le même nombre de morts à peu près par habitant, avec les mêmes tranches, les mêmes tranches d'âge, avec la même prévalence dans chaque tranche d'âge. C'est à peu près la même chose. Donc, comme le dit Dany, on ne sert à rien. Pas complètement quand même, je pense. Pas complètement. Ouais, pas complètement. Voilà. Dernière question.
Bien, si je peux m'exprimer, je vais un peu répondre à la question pour la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Donc, il y a une commission qui s'est mise en place voilà maintenant 1 an, dont François Carré notamment participe à cette commission. Et donc, nous avons fait plusieurs réunions pour voir s'il fallait un certificat de non-contre-indication ou pas. Malheureusement, en Belgique, il existe une institution qui s'appelle le KCE, qui se permet de donner des recommandations avec un niveau d'expertise malheureusement extrêmement faible. Donc pour le KCE, on ne sait rien par rapport à la mort subite, on ne sait rien par rapport à l'effet préventif de l'électrocardiogramme du sportif sous forme de son screening. Et ils ont balayé d'un revers de la main les 20 ou 30 dernières, je dirais plutôt les 20 dernières années, de publications en littérature, en cardiologie du sport, si bien que nous arrivons à un système où le patient va devoir, enfin le sportif va devoir signer sur l'honneur un certificat spécifiant qu'il ne présente pas de contre-indication à la pratique sportive. Alors d'un côté, ça peut être intéressant au niveau du corps médical parce que nous n'avons plus la responsabilité de signer ou non un certificat. D'un autre côté, de toute façon, on déresponsabilise complètement les assurances, puisqu'à partir du moment où le sportif va dire qu'il n'a pas de contre-indication à la pratique sportive, qu'il va signer son papier, et s'il a un accident, et on peut mettre en évidence par la suite qu'il avait effectivement une contre-indication, il ne sera pas couvert par les assurances. Donc moi, à l'époque, j'avais émis l'hypothèse de suivre les recommandations européennes, ce qui n'a pas du tout été suivi, malheureusement. Et j'avais émis également le souhait que sur le certificat médical de non-contre-indication, il y ait une petite phrase à la fin du certificat qui était une espèce de consentement éclairé du patient, du sportif plutôt, qui n'est pas encore patient, en lui demandant de signer en disant « Voilà, j'ai bien pris connaissance des recommandations qui ont été émises par le médecin que je viens de consulter. Je sais si oui ou non il y a une contre-indication en pratique sportive. Je la suis ou je ne la suis pas. » Et alors là, ça permet de responsabiliser le sportif par rapport à l'avis qui a été émis par rapport au praticien. Et ça, je pense que c'est une solution qui est intéressante. Maintenant, que la solution soit utilisée ou non, le problème, c'est que ce sont les assurances qui couvrent les grands événements. Et s'il y a un certificat de non-contre-indication, qu'il soit contresigné ou non, en réalité, on fait le jeu de ces assurances. Et ça, c'est fort embêtant. On peut remercier Laurent.